Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là avec vous pour une thématique qui s'annonce passionnante avec trois invités de marque, de prestige, des modèles véritablement, des personnes inspirantes. Marie Patouillet, alors je ne sais pas si dans la description on a précisé que tu étais la première athlète paralympique médaillée d'or en cyclisme sur piste aux Jeux de Paris 2024. Ça mérite une petite ovation parce qu'elle a beaucoup de titres effectivement, mais elle est entrée dans l'histoire. À Paris, bon, Alexis, on va y revenir dans quelques instants, légende vivante, il va aller chercher un 8e titre, on n'en doute pas, en Australie le 18 octobre prochain, dans quelques jours. Et puis Cléo, on va peut-être commencer par toi Cléo, parce que tu es très inspirante, tu as une maturité folle pour ton âge, et quand on évoque le sport, voilà, qui inclut, qui élève et qui instruit, je trouve que tu incarnes tout ça à la perfection. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, ton cheminement, ce que tu as fait pour te reconstruire à travers le sport? Moi, j'ai été accidentée en 2015, en janvier, avec ma maman. Et on a toutes les deux été amputées. Et après, il y a 4 ans, j'ai rencontré Pauline Desroulettes qui m'a fait essayer le tennis fauteuil. Et ça m'a tout de suite plu. Et du coup, j'ai tout de suite commencé à en faire. Et maintenant, je commence les compétitions. Je suis numéro 1 française junior. Et en mondial, je suis 12e. Fantastique. Déjà une grande carrière qui s'annonce. Et donc, première ramasseuse de balles, toi aussi, tu es entrée dans l'histoire, première ramasseuse de balles en fauteuil à l'occasion de l'édition de Roland-Garros 2024. Toi aussi, tu fais tomber toutes les barrières. Est-ce que tu dirais que le sport t'a permis aussi d'accepter un petit peu mieux ton handicap? Est-ce que c'est quelque chose, dans l'intitulé de notre thématique, on parle d'élévation grâce au sport. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Oui, parce que quand j'ai commencé surtout à faire les compétitions, je me suis rendu compte que j'étais comme les autres et que j'étais pas la seule handicapée ou différente, alors que quand j'avais essayé, quand j'étais plus jeune par exemple à gym, j'étais la seule petite fille à avoir un handicap et qui pouvait pas faire comme les autres. Et alors là, on sent pas cette différence. Avec l'outil qui est le fauteuil pour toi, évidemment, pour te balader sur le court. Alexis, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler le parcours d'Alexis en Quinquan? Parce que c'était le porte-drapeau, évidemment, à Paris 2024 de la délégation française. Pareil, en quelques mots, Alexis, nous raconter un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas ton histoire, et ce qui t'a amené à être sportif de haut niveau. Oui, bonjour à tous. Mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait broyer la jambe sur un chantier et qui va, dans un premier temps, tout faire pour sauver cette jambe, puisqu'une mutilation, une amputation, c'est quand même quelque chose d'assez fort et on ne saute pas de joie de base de se faire amputer. Et puis les semaines, les mois ont passé et finalement cette jambe était vraiment trop accidentée, et donc je demande à me faire amputer. Et sur Solid Hôpital, ma femme va avoir cette phrase un peu choc de me dire tu as l'opportunité de repartir de zéro, sportivement, professionnellement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et moi, en fait, professionnellement, j'ai toujours rêvé d'être sportif de haut niveau, quoi. Et donc, voilà, je vais partir tête baissée dans ce projet complètement fou. Je précise que tu faisais du basket déjà, que tu étais champion de France en sport de combat. Oui. Oui. Donc c'était voilà. naturel, oui, quelque part, de continuer. C'est ça, dans mon ADN, en fait, le sport a toujours fait une grosse place. Et c'est vrai que sur Solid Hôpital, voilà, je vais avoir cette petite voix au fond de moi qui va me dire, voilà, tu as un nouveau projet, pars. Et parce que justement, le triathlon, c'est un des sports les plus exigeants et le plus polyvalent et qui, sur le papier, était très loin d'être dans la facilité, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, en fait. Marie, même question. Le cheminement, qu'est-ce qui vous a amené à comme ça, choisir le paracyclisme et faire de vous une immense championne? Moi, l'histoire est un peu différente parce que je n'ai pas eu d'accident de vie. Je suis née avec une malformation orthopédique au niveau de la jambe gauche. Et initialement, mon rêve j'ai eu envie, quand je vois une grande championne gagner 2 titres de championne olympique en athlétisme en 96, qui n'est d'autre que Marie-Josée Pérec, j'ai eu envie d'être championne, enfin en tout cas sportive de haut niveau, sauf que très vite la réalité m'a rattrapée. J'ai une jambe qui fonctionne moins bien que l'autre. Je comprends assez vite, même à l'âge de 8 ans, que en fait, c'est juste impossible. Et donc, je m'accroche à un premier rêve qui est celui de devenir médecin. En parallèle, j'ai un chirurgien qui me suit et qui m'opère et qui me suit tous les ans et qui m'explique que par le sport,
c'est peut-être la seule façon de comprendre mon corps, c'est aussi la seule façon peut-être de l'accepter, et 30 ans plus tard peut-être aussi de l'aimer. Donc c'est par le sport que je me suis construite, c'est par le sport que je me suis découverte, c'est par le sport que j'ai appris à me connaître. Et quand je finis mes études, donc moi j'ai fait une formation de médecin militaire. Quand je finis mes études, je soutiens ma thèse, et dans l'armée on a ces visites d'aptitude tous les 2 ans. Et là, le coup près tombe parce que ça faisait déjà quelques mois que je ne pouvais plus faire une garde à l'hôpital de 24 heures parce que la douleur était insoutenable. Et donc, la suite logique, c'est que je me fais réformer. Et en me réformant, il me fait comprendre qu'il me reste tous les sports portés à découvrir. Donc, pour faire simple, il y avait la natation et le cyclisme. Et dans le cyclisme, j'y vois une opportunité de voyage, j'y vois une opportunité de sensation de vitesse. Et donc, c'est comme ça que je débarque en 2017 sur un vélo. Une opportunité d'épanouissement. Tu as dit quelque chose de très fort. J'y voyais aussi l'occasion, dans 30 ans, d'aimer mon corps. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, 30 ans plus tard ? 37 ans plus tard, 37 ans. Je voulais raccourcir un peu la durée. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que petite, très tôt, je suis tombée dans le harcèlement scolaire. Très tôt, j'ai compris ce que c'était l'exclusion sociale. Et puis l'exclusion, finalement, en tout cas le retard scolaire aussi. J'avais pas des bulletins qui volaient très haut. Et en fait, pour tenir, j'ai pas arrêté de me raconter t'inquiète pas, quand on aura 30 ans, ça ira. Je sais pas pourquoi 30 ans, mais le fait est, c'est que 30 ans, j'étais médecin et j'étais en train de préparer mes premiers Jeux paralympiques de Tokyo. Donc effectivement, ça commençait à aller. Il m'a fallu encore quelques années pour accepter mon corps, et finalement je pense que c'est le milieu paralympique qui m'a permis de l'accepter et finalement de l'aimer. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'inclusion par le sport. Alexis, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Est-ce que tu as eu l'impression de t'accomplir davantage à la suite de ton accident et donc de ton handicap en tant que sportif de haut niveau ? L'acceptation de son propre état déjà est très important. C'est son chemin personnel qu'on doit faire avant tout. Et bien sûr qu'une fois qu'on l'a fait, on sait que le regard des autres est difficile. Voilà, il est persistant parfois. Et en fait, il faut réussir à se faire une certaine carapace autour de ça en se disant que de toute façon, le regard des autres, on ne l'évite jamais. Finalement, la curiosité, elle est normale. Et il faut juste mettre des mots. Et c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, j'ai mis un pantalon, mais globalement, j'adore être en short assez souvent dans ma vie. Et parce qu'en fait, cette prothèse, elle fait partie de ma vie, en fait. Et naturellement, quand dans la rue, des enfants interpellent un peu plus facilement que les adultes, en fait, c'est juste de mettre des mots. Ça s'appelle une prothèse. Et en fait, forcément, parce que ces enfants n'en voient pas beaucoup, ou quasiment jamais, ils sont forcément interloqués. Plus cette différence, on va la mettre en avant, plus on va la voir de façon régulière, et plus... en fait, on saura ce que c'est. De base, des lunettes. Des lunettes, ce sont des prothèses de vue. Aujourd'hui, on a banalisé ça en mettant le mot lunettes. Mais en fait, des prothèses de vue, il y en a beaucoup qui en ont. Est-ce qu'on prend ces gens-là, finalement, pour des handicapés ? Non. Et pour autant, ils mettent bien ces lunettes pour mieux voir. Donc nous, on met bien notre prothèse pour mieux marcher. Donc finalement, on est tous un petit peu handicapés de quelque chose. Est-ce que, Cléo, tu as vécu ça difficilement aussi, la perception des autres sur toi, sur ton corps, sur ton handicap dans le milieu scolaire, ou même par la suite dans le sport que tu expérimentes maintenant à haut niveau ? Est-ce que le regard des autres a été lourd pour toi à vivre ? Oui, très. Je pense que je l'ai toujours pas accepté. Mais toujours l'été, etc., quand il faut remettre un short, une jupe, c'est toujours très compliqué. Parce que même si je sais que c'est naturel et que moi je me mets à la place des autres et je sais que je serais pareil, mais je sais pas, j'arrive pas à accepter. Regarde, ça a pris 37 ans pour Marie et aujourd'hui tout va bien. Ça c'est le point positif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Marie, aujourd'hui ? Vous êtes des ambassadeurs du parasport et on a vibré avec vous pendant les Jeux paralympiques de 2024. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient encore plus inclusifs ? On a beaucoup parlé d'héritage après les Jeux. Il y a un constat parfois amer qui est dressé aujourd'hui, à raison d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre encore plus inclusif ? Pour moi, il y a deux choses qui sont primordiales. La première, c'est là, on a l'exemple d'Alexis qui, lui, est en capacité de parler de tout concernant son handicap. Et puis, on a Cléo qui exprime encore des endroits de malaise et qu'il faut respecter. Et pour moi, la première étape, c'est que
Chaque athlète qui fait partie de cette équipe de France, pour moi, c'est important qu'il et elle se posent la question de ce qu'ils sont capables de faire pour rendre, on va dire, la différence et le handicap plus normal. Ça, c'est la première chose, mais ça, c'est propre à chacun et à chacune de se regarder dans un miroir et de se dire, OK, moi, avec ce que j'ai, avec ce qui me construit et ce qui me définit, qu'est-ce que j'ai à raconter? Peut-être que ce sera juste de venir sur une table ronde aujourd'hui, à Demain le sport, peut-être que ce sera d'être porte-drapeau d'une équipe de France. En fait, il n'y a pas de bon choix ou de bonne situation, mais en revanche, c'est important de se poser la question, surtout quand on a une visibilité, quand on est en équipe de France. Et la deuxième chose, c'est que, et ça, c'est un combat que je porte tous les jours, c'est que l'inclusion, ça se conjugue au pluriel. En fait, là, on parle de handicap, on parle de représentation. Si on veut que le sport soit inclusif, il faut qu'il soit représentatif, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait la possibilité de pouvoir se projeter dans un ou une athlète. Il faut que tout le monde ait la possibilité de pouvoir se sentir représenté. Moi, quand je dis que Marie-Jo Pérec m'a fait rêver, en fait, ce qui est étrange, c'est qu'à ce moment-là, à la maison, on m'expliquait déjà qu'elle subissait du racisme dans la manière dont elle était traitée médiatiquement. Et en fait, quand mon père me raconte ça, moi, je comprends qu'elle a une différence. Et en fait, c'est par la différence que je m'identifie. Et pourtant, on ne vit pas du tout la même différence. Et j'aurais aimé de voir une Marie-Amélie Le Fur à la télé à ce moment-là. Parce que probablement que déjà, ça ne m'aurait pas mis mon rêve de sport de haut niveau en sourdine. Et peut-être que je me serais encore plus sentie représentée. Donc en fait, voilà, on parle de représentation, mais pour représenter, il faut aller au-delà du handicap. L'inclusion, ça se conjugue au pluriel, et il faut le faire de manière multidimensionnelle. Il faut porter ce genre de parole, et c'est pour ça que vous êtes importante aujourd'hui dans ce genre de débat, de table ronde, où la parole est libre, et ça fait du bien à entendre. Alexis, je voudrais savoir si le sport t'a permis de t'élever à des hauteurs que tu n'aurais jamais osé imaginer. Parce que tu as tout gagné. Oui, mais Je peux dire, on parlait d'âge tout à l'heure, tu vas avoir 40 ans, dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu peux encore atteindre ? En fait, bien au-delà du sport, c'est presque effectivement l'accident en lui-même qui m'a fait évoluer en tant qu'homme, en fait. Tout ce qui était handicap, etc., à la base, j'y connaissais rien, et en fait, j'avais pas dans mon environnement quelqu'un qui était touché par ça. Donc, quand ça vous paraît assez lointain, en fait, vous êtes un peu moins attentif à ce qui se passe. Alors, depuis, parce que moi j'ai été accidenté en 2010, donc depuis, le chemin a énormément évolué, et on parle beaucoup plus de tout ça. Mais en fait, ce qui est juste incroyable, c'est qu'en fait, grâce à ça, en fait, je me suis jamais plus donné de limites. On a toujours tendance à vouloir essayer de... On a du mal à sortir de notre zone de confort, en fait. Et finalement, je suis totalement sorti de ça, et ça m'a rendu un homme, je pense, meilleur dans le sens du terme, puisque ça m'a ouvert des perspectives que jamais j'aurais pu imaginer. Que ce soit dans le sport, mais que ce soit aussi des valeurs humaines, des valeurs associatives, où j'ai accompagné un maximum de gens, et ça me fait toujours plaisir, en fait, de recevoir des messages de toutes parts, en fait, comme quoi tu véhicules des choses positives. Et ça, c'est grâce au sport. Et c'est pour ça que le sport, je me bats, et je me battrai quoi qu'il arrive, pour qu'on arrête de le minimiser, en fait. L'impact du sport, ça dépasse bien plus que du sport. Voilà, c'est vraiment super important. Et est-ce que tu as conscience de ça, Cléo, du haut de tes 13 ans, tu es encore très jeune malgré ta maturité, mais je sais par exemple que là, pour nous rejoindre ici aujourd'hui, tu es sorti du taxi, il y a quelqu'un qui t'a reconnu, qui t'a félicité pour ce que tu incarnes aussi. Est-ce que tu as la sensation d'avoir aussi, comme Marie et Alexis le disaient, une forme de responsabilité aujourd'hui par rapport à tout ça ? Est-ce que c'est pas lourd à porter déjà à 13 ans ? Non, moi ça me rend un peu plus fière, parce que si je peux inspirer d'autres personnes à commencer le sport et à ne pas rester au fond de son lit triste parce qu'il est handicapé, je préfère ça qu'il reste comme ça à rien faire. C'est sûr, c'est un outil d'épanouissement. On disait, Marie, il y a des sportifs de haut niveau aujourd'hui dans le parasport qui s'accomplissent à travers leur performance, pas que évidemment, mais ça aide, on l'a dit, à se reconstruire. C'est une étape aussi importante. Le sport sert aussi, on l'a dit, à accepter son handicap, mais à se reconstruire et à se projeter. Oui, c'est sûr, mais le sport, et au-delà du sport, l'activité physique, détachée de toute notion de performance, la définition d'activité physique, c'est une mise en mouvement du corps, et mettre en mouvement son corps, surtout quand il a on va dire une atypie fonctionnelle, ça permet de le découvrir. Quand on est dans
ou qu'on acquiert un handicap en cours de vie, en fait, notre corps devient encore plus unique parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de le détacher de la norme. Et Alexis en parlait, mais c'est vrai que quand on est dans la norme, c'est très dur de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être un des avantages que je vois au handicap, c'est que nous, on n'a pas le choix d'aller explorer des nouveaux horizons, on n'a pas le choix d'aller se découvrir, on n'a pas le choix de casser les codes parce qu'en fait, on n'a pas de cases qui nous correspondent. La seule case qu'on a, c'est la nôtre et c'est à nous de la construire, c'est à nous de la décorer et de la définir. Et c'est par l'activité physique qu'on y arrive et un peu aussi de suivi psy. Mais l'activité physique, c'est un outil qui est primordial pour pouvoir se connaître et qui apporte énormément de bien-être au-delà de la santé. Et quand on arrive au haut niveau, comme c'est le cas pour vous trois, est-ce que ça ajoute de la pression pour la performance et les résultats? Parce qu'on le disait, le sport paralympique a longtemps été un peu dans l'ombre, malheureusement, en tout cas n'était pas dans la lumière comme il le méritait. Est-ce que vous, toi en tant que porte-drapeau, Alexis, et toi en tant que championne, triple championne du monde de paracyclisme, quand tu arrives sur les Jeux de Paris 2024, tu te mets un petit peu plus de pression en te disant pour exister véritablement, pour marquer l'esprit des gens, il faut que je sois au top, performante? Étonnamment, non. Parce qu'avec toute l'année qui a précédé, et Paris 2024 qui a grossi de jour en jour, en fait, je comprends que cet événement va aller au-delà du sport et que ce qui va être primordial, c'est comment est-ce que je vais me raconter. Peut-être que je ferai médaille, peut-être pas. Mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter à travers mes jeux? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter à travers les courses que je vais faire? Qu'est-ce que je vais raconter à travers mon corps que je vais mettre en mouvement et en effort? Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec mon entraîneur Grégory Boger, quand on décide après Tokyo de repartir pour Paris, on décide de ne jamais parler de médaille. On décide de parler d'alignement avec moi-même et que si je suis alignée avec moi-même, il y aura des records perso qui vont tomber. Et s'il y a des records perso, la suite logique, c'est les médailles. Mais il n'a jamais été question de gagner des médailles. Il a été question que je sois alignée avec qui j'étais. Pour être alignée avec qui j'étais, il fallait que je sois en permanence dans la recherche de me connaître toujours plus. Et juste avant de quitter mon endroit d'entraînement pour aller au village paralympique et de commencer ces Jeux, les derniers mots de Greg, ça a été de me mettre la main sur l'épaule et de me dire juste tout est en train de s'aligner. Et quand il me dit ça, en fait, je sais qu'on a fait ce qu'il fallait. Je sais que moi, j'ai fourni le travail nécessaire en termes de prépa mentale et de suivi psy, et que effectivement tout est en train de s'aligner. Et la suite, on la connaît. À raconter. Hein. Et elle était magnifique. Est-ce que c'est la même approche pour toi, Alexis? Non, j'étais pas tout à fait dans la même approche. Moi, j'étais dans un autre mood. J'étais dans un autre mood parce qu'effectivement, j'étais attendu et que je voulais vraiment en mettre plein les yeux. Dans cette dernière ligne droite, effectivement, j'ai l'envie à 200% d'être porte-drapeau et d'essayer d'apporter mon expérience aux plus jeunes de l'équipe de France, etc. Donc, avec Antonin, on a essayé de faire ça au mieux. Et en fait, moi, je voulais... par cette fenêtre de tir de Paris 2024, pour ses premiers Jeux paralympiques en France, je voulais mettre du haut niveau et je voulais mettre de la performance dans les yeux des gens, en fait. Parce que je pense que beaucoup ont minimisé l'impact et minimisé finalement peut-être les performances sportives des athlètes paralympiques. Et en fait, moi, je m'étais missionné de dire, mais en fait, je vais faire un feu d'artifice sur le pont Alexandre III, quoi. Je veux que les gens ils se rendent compte de la puissance et de la difficulté du paratriathlon aujourd'hui, quoi. Et donc, voilà, je m'étais mis une grosse pression et cette pression était très, très importante, mais aussi, je m'en suis nourri parce que moi, j'aime bien les challenges et j'avais besoin d'être sous pression, en fait. Donc, cette pression, j'ai essayé de la transmettre de façon positive, mais j'étais taqué pression, quoi. Et finalement, cette pression, elle se libère le soir de la cérémonie d'ouverture où, en fait, avec ce porte-drapeau, ce drapeau dans les bras, je prends un shoot d'adrénaline, mais comme jamais, je me sentais un junkie, quoi. J'ai pris une dose magnifique. Et j'ai senti que là, en fait, j'avais switché et que ça y est, j'étais imbattable. C'était fini. Et il est imbattable même avec les valides, parce que figurez-vous, quand il s'avance sur des tris, et c'est arrivé en Normandie, chez toi, ouais. où tu as battu aussi des valides. Ça passe aussi par là, par moment. Oui. Allez, hein? Moi, j'adore mon sport, parce qu'en fait, je suis triathlète, avant d'être paratriathlète, donc j'ai une licence de triathlon. Et bien sûr que quand je suis au niveau international, je me confronte avec des gens dans ma catégorie d'handicap. Mais finalement, en fait, quand je fais le triathlon de Deauville, je fais le triathlon de n'importe où en France, en fait, je suis triathlète.
Et en fait, les vibrations sont hyper importantes dans ces courses-là parce qu'en fait, moi, je prends le départ de la course et comme en paralympique, en fait, je veux gagner, quoi. Et souvent, ça permet de remettre le niveau sportif sur le devant, en fait. Et c'est vrai que les gens minimisent toujours un petit peu le côté performance parce que quand on touche au monde paralympique, on est toujours un peu, dans un premier temps, sur le côté... Plus l'histoire, voilà, c'est ce ça, qui s'est passé l'histoire, avant. la pathologie, etc. C'est bien, parce que c'est normal, les gens sont curieux. Mais par contre, aussi important, c'est le moment de parler de chrono, en fait. Marie Patouillet, qu'est-ce qu'elle est capable de développer sur une piste en watts, en vitesse, de déplacement, etc. C'est ça que moi, personnellement, sportif, je recherche. Alexis en Quinquan, c'est c'est quoi son record sur 10 bornes en course à pied. Enfin, vous voyez, c'est bien de parler de la pathologie parce que finalement, les gens s'y intéressent, mais en fait, très vite, il faut balayer ça. Il faut aussi rebalayer après le côté sportif, puisque finalement, quand il y a des coureurs lambda qui savent ce que c'est que le vélo, la course à pied ou la natation, peu importe, ben, en fait, ils se disent ah mais en fait là, ce qu'ils font, ben, je suis vraiment pas en capacité de le faire, quoi. Et est-ce que nous y sommes tout à fait dans cette reconnaissance de la performance pure? Je pense qu'avec les Jeux paralympiques, il y a un cap qui a été franchi. Je pense qu'aujourd'hui, quand on nous regarde, on se questionne moins sur c'est quelle catégorie, puis cette catégorie-là, c'est quoi son handicap, et puis elle, j'y comprends rien, on voit rien, est-ce qu'elle est vraiment légitime d'y participer? Je pense qu'on a un peu franchi ce cap, justement, avec cette parenthèse des Jeux paralympiques. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est vrai que les catégories, parce que de ce que dit Alexis, en fait, c'est important. Moi, c'est pareil. J'ai toujours tenu à participer au championnat de France élite, même si je savais que j'avais aucune sélection au niveau valide, au niveau international que je pouvais aller chercher, mais ça m'a pas empêché d'aller chercher des titres de championne de France élite. Ça m'a pas empêché d'aller chercher aussi des médailles d'argent et de bronze. Et c'est aussi un moyen de donner de la valeur à notre performance, mais quand on a le privilège de pouvoir s'aligner avec des athlètes dits valides. Parce que tous les handicaps n'ont pas ce privilège-là. Et ça fait partie aussi de nos responsabilités à nous, d'athlètes avec un handicap qui nous permet de courir au milieu des valides, de pouvoir consolider la valeur de nos performances pour que d'autres athlètes et d'autres types de handicaps puissent avoir la même légitimité et bénéficier du même regard lié à la performance et pas à leur handicap. Et là aussi, faire changer les mentalités, instruire, on le disait, parce que parfois ces performances que vous réalisez avec des valides suscitent des commentaires parfois pas toujours agréables. Alexis, je sais que certains disaient ouais, bah, il s'est aligné avec nous, mais sa prothèse, elle renvoie une telle énergie avec le carbone, c'est pour ça qu'il nous a battus. Et ça aussi, il faut combattre ces idées-là. Il faut les combattre, mais moi personnellement, ça me fait rire. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que quand j'ai commencé le triathlon, j'étais bien loin du niveau que j'ai aujourd'hui. Et en fait, on entendait sur le bord de la route, ah c'est bien, il fait du sport, il est courageux. C'est génial. Sauf que maintenant que je suis capable de gagner les courses, on entend, ah mais c'est normal, il a une prothèse. Mais ça, c'est une victoire en fait. C'est une victoire parce qu'on nous dit handicapé. On nous dit finalement, le mot handicap, c'est un peu une faiblesse. Et malgré tout, du coup, on arrive à rentrer dans la tête des gens en leur disant, mais finalement, il est peut-être amélioré grâce à cette prothèse. Donc en fait, on a tout gagné. En fait, la victoire, elle est là. Donc je pense qu'il faut presque plus s'en amuser parce que tu sais ce que c'est, quand tu retires ta prothèse, si tu t'amuses à courir un 10 bornes ou quoi que ce soit, les impacts sont tellement violents qu'au niveau de la peau, au niveau du moignon, c'est jamais forcément très beau. Ça ne vaudra jamais un vrai pied en fait. Donc en fait, aujourd'hui, tout a évolué et ça évoluera encore et c'est super. Mais il ne faut jamais croire que ça vaut une vraie jambe. Une prothèse, ça reste quelque chose qui vient agrémenter un manque, mais bien sûr que ça ne vaudra jamais une vraie jambe. Ça, c'est la partie invisible qu'on a du mal à montrer et à faire comprendre effectivement. Cléo, toi, tu as besoin au quotidien, dans ton quotidien, de faire changer aussi le regard qu'on porte sur toi, que ce soit à l'école ou même dans les tournois auxquels tu participes, ou maintenant tu t'affranchis de tout ça assez facilement? Non, ça va. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une scolarité assez facile. Et tous T'es bonne élève? Ça va. Ouais. Il y a papa qui est là, donc... Mais donc oui, les élèves étaient toujours très gentils, très accueillants avec moi, etc. Même si au collège, ça a été un peu plus dur, mais ils n'ont pas été méchants, c'était surtout le regard. Mais j'essaye de passer un peu au-dessus. Mais... Marie, toi, tu as la double casquette, tu l'as dit,
athlète de haut niveau, médecin, est-ce qu'il y a des passerelles qui se font naturellement entre les deux domaines? Est-ce que ça t'a nourri? Est-ce que ça t'a permis aussi peut-être de t'inspirer de certaines valeurs du sport, transmettre des choses à travers ton métier, parce que ton métier c'est celui-là? Quand tu parles de passerelle, tu parles de ce que ça m'apporte moi, mon métier en tant que sportif et inversement? Exactement. Est-ce que tu t'es nourri des deux finalement dans ton parcours pour à la fois t'accomplir en tant que sportif de haut niveau? Il y a toujours un équilibre à essayer de trouver, surtout quand on n'est pas, on vit pas de sa discipline. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été plus dur pour moi de devenir médecin que de devenir championne paralympique. Pour la simple et bonne raison, c'est que pourtant j'ai fait la même durée d'études que en tant que sportif de haut niveau. Mais en tant que sportif de haut niveau, autour de moi, j'avais une psychologue, j'avais une préparatrice mentale, j'avais un préparateur physique, j'avais un entraîneur, j'avais un nutritionniste. Et ces 5 personnes-là m'envoyaient un message tous les 2 jours pour savoir comment j'avais dormi, comment ça allait dans mon couple, comment j'avais mangé, est-ce que j'avais mal quelque part, est-ce que j'avais besoin de quelque chose. Même si au moment des entraînements, ça pouvait être douloureux, j'avais tous ces personnes-là qui se souciaient de comment j'allais. Quand j'étais étudiante en médecine, en fait, j'étais toute seule. J'étais toute seule à subir du sexisme, à subir de l'homophobie, à subir des charges de travail qui sont parfois indécentes. Et finalement, quand je débarque dans le haut niveau et que j'ai déjà passé ça, je me dis, mais il peut se passer n'importe quoi dans le haut niveau. Je sais que je suis capable. Et inversement, quand je commence à découvrir le haut niveau, quand je commence à me rendre compte à quel point chaque détail compte, je me rends compte que j'ai quand même un bagage, on va dire, universitaire, qui me permettent de comprendre énormément de choses, dont l'anatomie, dont la compréhension du mouvement. Et effectivement, je me rends compte qu'il suffit que je regarde une vidéo d'un départ arrêté sur piste et l'effort d'après, j'arrive à retranscrire immédiatement l'information que j'ai prise parce que je comprends peut-être mieux mon corps avec toutes les compétences que j'ai. Donc oui, il y a énormément de transfert qui se fait d'un milieu à un autre. Alors le sport, ça a ce pouvoir aussi de générer des émotions, de vibrer. On l'a tous vécu à puissance 1000 pendant les Jeux paralympiques. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, toi, Alexis, quand tu es dans ton quotidien, de voir ce que tu peux représenter aujourd'hui, à quel point tu peux inspirer des générations? On parle d'un sport qui nous permet de nous élever et d'avoir un vrai impact sur la société. J'imagine que ça doit être une immense fierté aujourd'hui pour toi. Alors, ce rôle de porte-drapeau y a largement contribué, mais tes performances sportives et la manière, vous le notez tous, dont il s'exprime, c'est quand même l'un des ambassadeurs. Et c'est là que je vais commencer à bégayer du coup. Non, pas du tout, je te connais, je sais que... Non, mais j'imagine que quand on connaît vos parcours de vie, ça doit être quand même une fierté aujourd'hui de voir que les choses aussi ont évolué dans le bon sens, même s'il y a encore énormément de travail à faire. Oui, bien sûr qu'on est super fiers, je pense, indirectement, de contribuer à tout ça, à ce changement de sociétal, changement d'idéologie autour de toutes ces thématiques-là. Ce qui est juste difficile, c'est qu'en fait, cette parenthèse enchantée qu'on a pu connaître l'année dernière, c'est 1% de ce qu'on fait quotidiennement, en fait. Tous ces entraînements dans le froid, sous la pluie, etc., toutes ces semaines et ces mois d'absence de la maison, de galères, de machins, de trucs, c'est pour vivre 1% entre guillemets de féerie. Et c'est vrai que cette féerie, elle a été magique à vivre. Mais là, en fait, c'est un peu un tsunami en fait, qu'on a connu avec Paris 2024. Ça a été exceptionnel l'année dernière, mais là, le creux de la vague, il est quand même assez violent. Et c'est pas l'actualité en ce moment qui nous donne de l'espoir. Donc voilà, on en est là. Et bien sûr que je sais qu'avec Marie, avec plein d'autres, on va véhiculer ce message et on va continuer à se battre pour le véhiculer. Mais est-ce qu'il y a réellement des vraies oreilles aujourd'hui qui nous écoutent? C'est souvent un peu ça le problème, quoi. Je t'observe et je suis content de constater que je ne suis pas le seul à fondre. Littéralement, il fait extrêmement chaud. Marie, tu voulais réagir à ce que disait Alexis? Oui, je voulais dire, il me semble qu'on vient d'être élu à la commission des athlètes paralympiques français. Donc à nous d'utiliser cette place et cette parole pour continuer à travailler avec le CPSF et à faire bouger les choses. Mais est-ce que selon toi, la société, à travers les Jeux paralympiques, a véritablement mesuré l'impact que les athlètes paralympiques avaient eu en termes, on parlait tout à l'heure de performance, mais de changement de regard. On parle d'un sport qui inclut. Est-ce que le sport inclut véritablement autant qu'on le dit, qu'on le pense, selon toi?
T'es sûr que tu poses la question à Oui, la bonne personne? oui. Ben, moi, malheureusement, j'ai plutôt tendance à dire que non. J'ai tendance à dire que les politiques aiment raconter que le sport est universel, sauf que ce n'est pas vrai. Même dans l'équipe de France paralympique, tous les handicaps ne sont pas représentés. Il y a des handicaps pour qui leur performance à eux, c'est de pouvoir sortir de chez eux et d'aller acheter une baguette de pain. Et ça, c'est une performance qui a autant de prix pour moi que ma médaille d'or aux Jeux paralympiques. Donc non, le sport n'inclut pas tout le monde encore, et c'est ça qui est un peu triste. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi raconter les Jeux, oui, raconter nos médailles, oui. Je suis extrêmement fière de tout ce que j'ai pu accomplir, mais de prendre un peu de recul et d'essayer de détacher aussi la notion de performance dans le sport, parce que l'activité physique, littéralement, ça sauve des vies. Et c'est important d'y donner accès à tout le monde sans forcément y mettre une notion de performance ou en tout cas de compétition. Voilà, et je trouve que dans le milieu paralympique, enfin dans le parasport, on en est encore loin. Oui, on a fait rêver plein de personnes en situation de handicap, on a donné des représentations, on a fait passer le message que c'était possible. Mais aujourd'hui, est-ce que les clubs, les assos sont en capacité d'accueillir plus de licenciés, de pratiquants et de pratiquantes? Ça a fatalement généré des Oui, vocations. il y a eu plein de demandes de licences supplémentaires, mais est-ce qu'ils sont assez entourés? Est-ce qu'ils sont assez structurés? Non. Est-ce qu'il y a assez de matériel? Non. Est-ce que les salles de sport en accès libre, sous abonnement, se sont vraiment posé la question si leur salle était vraiment accessible à tout type de personnes? Je ne suis pas sûre. Je précise juste qu'avant les Jeux, pour une personne en situation de handicap, il fallait parcourir 50 km autour de chez soi pour trouver une structure capable de vous accueillir, parce que c'est bien beau de dire la pratique, effectivement, se généralise aujourd'hui, sauf qu'il faut aussi des encadrants formés à accueillir des personnes en situation de handicap, et pour tous les types de handicap, c'est pas encore le cas. Ça a été doublé, mais on est encore très loin du compte. Et c'est pour ça que je trouve vos points de vue intéressants aujourd'hui, parce que on évoquait l'héritage. L'héritage peut-être en termes d'image sur le changement de regard qu'on a porté sur les athlètes paralympiques, oui. En revanche, il y a encore un chemin à parcourir pour faire une société véritablement inclusive. Oui, on aura beau faire briller, si derrière il n'y a pas le relais, à quoi bon, quoi? Ce sera que des parenthèses enchantées, et on aura du mal à laisser un héritage. Toi, tu as passé un petit coup de gueule ces derniers jours, Alexis, en la matière. Oui, en fait, là, pour revenir sur ce que tu dis, les clubs labellisés, c'est super. Effectivement, 50 km, c'est pas acceptable, c'est trop loin. Mais en fait, je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a des clubs, beaucoup de clubs, qui ne sont pas forcément labellisés pour accueillir des gens en situation de handicap, mais qui sont en capacité de le faire. Donc en fait, il y a aussi des gens aujourd'hui qui doivent naturellement, parce qu'ils ont vibré, parce qu'ils ont envie de se remettre à une activité physique, tout simplement contacter le président de l'association en question, pas très loin de chez elle, en se disant, voilà, j'ai telle ou telle pathologie, est-ce que vous êtes en mesure ou pas de m'accepter, de venir au moins faire un test pour voir si finalement je peux venir pratiquer avec vous. Et ça c'est la plus belle chose qu'on pourrait tous faire, parce que si finalement on est tous en capacité de faire du sport et de faire du tous ensemble, tous unis, ça serait top, quoi. Alors ce qui est intéressant à travers l'histoire de Cléo, c'est qu'elle démontre un peu tout ce qu'on évoque, c'est-à-dire qu'on a besoin quand même, malgré tout, quand on est enfant, de modèles. Et son modèle à elle, ça a été Pauline. C'est Pauline Desroulettes qui t'a donné envie de faire du tennis fauteuil. Et donc ça, c'est grâce aussi, sans doute, à la médiatisation de Pauline et de ce qu'elle accomplit. Tu as une relation assez particulière avec elle. Ouais, on est assez proches, on se raconte beaucoup de choses. Elle est aussi là pour m'épauler dans les moments un peu plus bas, et même dans les moments les plus hauts, mais elle est toujours derrière moi, et on essaye de se voir le plus souvent possible, et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, et donc on est assez proches. On dit souvent que c'est ma marraine de tennis, ou que c'est ma grande sœur, entre guillemets. Est-ce que vous réalisez des actions comme ça, parfois, de sensibilisation dans des écoles, peut-être dans des hôpitaux, Marie? Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Là, cette année, j'ai plus rentabilisé dans les entreprises, parce que, disons-le clairement, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et c'est vrai que cette année, j'ai fait beaucoup de prises de parole dans les entreprises, surtout dans les entreprises qui étaient en lien avec Paris 2024, de faire passer le message qu'il y a vraiment que ces entreprises-là sont actrices aussi de l'héritage à laisser,
et que c'est important. Je fais aussi dans les assos, je participe beaucoup à des tables rondes et je suis aussi dans la création d'une application qui a pour but de pouvoir accompagner tout type de sportifs. Et quand je dis tout type de sportifs, il y a aussi les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Voilà, C'est un engagement de tous les jours, on le sait, hein, Alexis, parce que on parle des entreprises qui, alors toi tu disais par opportunisme, sont venues aussi sur les Jeux paralympiques, mais qui ont parfois tendance un peu à déserter une fois que les podiums sont rangés, et ça on peut vraiment le regretter. Tu œuvres aussi, alors je sais que toi tu as perdu, on peut le dire, hein, la moitié de tes sponsors depuis les Jeux de Paris 2024. Oui, c'est une réalité. C'est sûr que on parle de Jeux paralympiques là, et de situation de handicap, mais finalement c'est la même chose, le constat pour les athlètes olympiques. Il y a eu effectivement beaucoup d'entreprises, beaucoup de teams d'athlètes qui se sont créés pour les Jeux de Paris, et ça a été une très très bonne chose, puisque effectivement on avait besoin de ce soutien moral, financier, etc. pour préparer Paris. Beaucoup se sont effectivement retirés. Voilà, ça a été de l'opportunisme. Ils se sont achetés les jeux. Mais bon, voilà, tant mieux. On peut pas leur dire, on peut que leur dire qu'ils font une erreur, mais tant pis pour eux. Mais heureusement, bien sûr, que beaucoup aussi d'athlètes et de partenaires ont continué l'aventure et continuent à soutenir. Et voilà, c'est juste que après avoir connu toute cette effervescence et tout cet émerveillement, je pense que tous les athlètes se disaient qu'à minima, on resterait à peu près sur ce qu'on connaissait. Et c'est vrai que du jour au lendemain, quand tu travailles pour la même chose mais que tu perds la moitié de tes revenus, ça met forcément une petite claque, quoi. Donc voilà, il faut juste tirer le constat, le bilan et essayer de remobiliser justement des entreprises à croire et à leur faire croire que justement que c'est vraiment important de miser sur le sport. Alors, pour conclure, avant d'échanger avec le public qui nous suit attentivement depuis tout à l'heure, si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui, soit aux jeunes générations, soit justement aux entreprises, aux acteurs du secteur privé qui doivent continuer à accompagner le mouvement paralympique, ce serait quoi aujourd'hui, Alexis ? Moi, tout simplement, le message que j'aime distribuer aux gens, c'est de croire en ses rêves. Voilà, parce que finalement, petit, grand, on a tous la faculté de se coucher le soir et de dormir et du coup de rêver. Et en fait, il faut pas avoir peur de rêver. Un rêve, ça peut paraître totalement fou, mais en fait, qui on est pour savoir ce qui est réalisable ou pas réalisable. Donc voilà, tout simplement, moi j'ai rêvé un jour que je serais champion paralympique, et c'était pas du tout destiné à ça, et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc 2 fois même. 2 fois même, donc 2 rêves. 2 rêves pour le prix d'un. Voilà. Et il y en aura peut-être un troisième, Ben, parce que je j'espère. sais que ton dernier grand défi, C'est ça serait de finir LA. en bateau. Donc je vais me coucher ce soir et je vais rêver. Et je vous souhaite de rêver. Marie ? Moi, le message que j'aimerais faire passer, et c'est en lien direct avec le titre qui est sous mes yeux, le sport qui inclut, c'est de rappeler que le sport, pas du tout le sport, l'inclusion se conjugue au pluriel, et que qu'on soit une institution publique, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une asso, qu'on soit un club, bref, quand on accompagne des gens, quand on relationne avec des gens, si on se veut inclusif, on se doit de le penser de manière Constante. multidimensionnelle, voire intersectionnelle, c'est-à-dire que là on a parlé principalement de handicap, mais à côté de ça je fais partie de la communauté LGBT, à côté de ça je suis aussi une femme, donc là je viens de vous lister 3 étiquettes de discrimination, dont 2 qui ont été extrêmement violentes et extrêmement lourdes à subir pendant ma carrière de sportif de haut niveau, et je parle pas de handicap. Donc pour moi, est-ce que mon sport en équipe de France a été inclusif ? Non, même si mon handicap a été inclus. Donc voilà, juste passer le message que l'inclusion, quand vous voulez réfléchir sur l'inclusion, faites-le au pluriel. C'est très clair, c'est très fort. Et l'inclusion, je parlais de constance, Marie, par rapport au fait que on parle beaucoup d'inclusion quand il y a un événement de la dimension des Jeux paralympiques, et puis encore une fois, quand ça s'arrête, on a du mal à poursuivre un peu les efforts. Cléo, donne-nous un petit message d'optimisme à tous les enfants que tu inspires aujourd'hui, sans doute. Qu'est-ce que le sport finalement t'apporte aujourd'hui dans ton quotidien ? Est-ce que tu rêves, j'imagine, d'aller faire... Alors Los Angeles sera peut-être un peu tôt, non ? C'est un rêve, Los Angeles, même si je sais pas si je vais réussir à y aller ou pas. Mais moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est juste de jamais perdre espoir, parce que moi, j'avais arrêté de faire du sport
J'avais essayé la natation, la gym, etc. Et à cause du regard des autres et à cause du fait que c'était pas du tout adapté, bah, j'ai arrêté d'essayer parce que je savais même pas que ça existait à la base, le sport pour les handicapés, entre guillemets. Mais si, finalement. Et donc, le jour où j'ai rencontré Pauline, j'ai su que bah, finalement, ça pouvait exister. Donc, jamais baissé les bras et voilà. Super, bah, formidable. On peut les applaudir bien fort tous les trois. Alors, on est à votre disposition pour une petite série de questions-réponses, mais il ne faut pas dépasser 6 minutes parce que Marie Patouillet a un train. Voilà, je révèle tout. Donc voilà. Parlez bien. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les personnes qui sont valides vous aident assez pour justement parler du handicap et du sport et de l'handicap, quoi? S'il vous plaît. Merci. Oui et non. Vous avez 1 heure. Non, mais il y a un exemple, oui, quand il s'agissait de parler des Jeux et de construire une seule et même équipe, et quand il y a eu la journée paralympique, il n'y a pas eu un seul athlète olympique qui est venu. Voilà, donc je pense que tu parlais de constance. Et ben, la constance, elle doit exister aussi à cet endroit-là. Marie Patouillet, ladies and gentlemen. Une balle perdue. Bonjour. Bonjour. J'aimerais juste, parce que je pense que quand on parle d'inclusion, moi j'ai été inclus aussi dans le rugby, je dirais quelque part, parce que je suis dyspraxique, TDAH, et donc ça fait partie des handicaps invisibles. Et je pense que nos politiques, ils n'ont pas trop d'idées là-dessus. Moi, je pense que ce qui pourrait être hyper enrichissant pour donner une certaine lisibilité, c'est que, par exemple, quand il y a un championnat, une finale de Coupe de France, eh ben, il y a la finale, le soir même, la finale handi-foot Coupe de France. Quand il y a un championnat de France athlétisme, eh ben, comme vous avez fait pour les Paralympiques, qu'on fasse exactement la même chose, mais sur toutes les compétitions en France. Voilà. Très bonne intervention. Je précise juste, je ne me fais pas le porte-parole du mouvement, mais il y a des configurations où c'est possible. Et on a notamment diffusé le paratriathlon, les championnats d'Europe à Vichy dans la foulée. Mais il y a parfois des disciplines qui nécessitent malheureusement des aménagements, ce qui explique la raison pour laquelle on n'a pas toujours des compétitions valides. Mais on pourrait, pourquoi pas, à l'avenir, créer aussi des épreuves mixtes, finalement. Marie, ça pourrait exister. Les Anglais sont très bons pour ça, hein, ouais. donc pourquoi pas le faire en France. En fait, peut-être qu'il faudrait aussi se décentrer et arrêter de regarder notre nombril et aller voir ce qui se passe à l'étranger. Ouais. Les Anglais sont très bons pour ça, mais bon, il y a visiblement, finalement, on met un peu de temps à s'en inspirer, mais on s'y inspire quand même, parce que les championnats du monde de cyclisme à Annecy regroupera à la fois le... Ce qui avait été le cas à Zurich aussi. Hein. Oui, ce qui avait été le cas à Zurich. Voilà. Il vous reste 3 minutes. Alors, je vais faire... ça marche ? Oui. Ouais. D'abord, un grand merci à vous, d'accord, parce que vous êtes des exemples exceptionnels, franchement. Ma question, c'est combien de temps passez-vous par jour à vous entraîner? Parce que tout à l'heure, on parlait de gens qui regardaient ça comme voilà, c'est bien, il fait du sport. J'ai l'impression que vous entraînez encore plus que les athlètes de haut niveau. Alexis dort 2 heures, sinon le reste du temps... Alors, moi personnellement, je ne m'entraîne pas plus que les athlètes olympiques de triathlon, mais je m'entraîne tout autant en fait. Donc moi aujourd'hui, une semaine type d'entraînement, c'est entre 25 et 30 heures par semaine, voire 35 quand on est vraiment en stage. La réalité, c'est que voilà, beaucoup ont connu Cassandre Beaugrand avec sa médaille d'or l'année dernière en triathlon. Voilà, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait, mais en fait, c'est pas. Moi, j'ai pas à rougir de ses performances sportives. Quand on me demande, moi, personnellement, mon niveau sportif vis-à-vis des garçons, bien sûr qu'ils sont plus forts que moi, mais ils ont tout pour être plus forts, ils ont 2 jambes, 2 bras. Par contre, si on doit élever, moi, mon niveau sportif aujourd'hui, en fait, je me compare souvent aux meilleures athlètes féminines, parce que leur chrono, en fait, c'est clairement ce que je suis en capacité de faire. Donc moi, j'ai souvent milité pour qu'au sein de la Fédération française de triathlon, on fasse des stages communs olympiques, paralympiques. Parce qu'en fait, on apprend tous des uns des autres. C'est ridicule de vouloir nous mettre dans des cases, en fait. On apprend tous des uns des autres. Je prends souvent un exemple tout bête, mais vraiment rapide. On a un gars qui s'appelle Louis Noël, il est né sans jambes.
Le cordon ombilical de sa mère s'est entouré autour des jambes, il est sans jambes. Sauf que ce mec est vraiment relou parce qu'il a un sourire greffé sur le visage tout le temps. Mais imaginez-vous au petit déjeuner, vous avez un athlète olympique qui vient de se blesser un petit peu au tendon d'Achille, etc., qui va faire la gueule parce que ça le fait chier d'être blessé. Mais finalement, est-ce que c'est grave? Non, parce que vous avez un mec qui arrive sans jambes. Et si ça vous met pas un peu de plomb dans la tête et de relativiser un peu sur ce que c'est que la vie, le sport de haut niveau, bah voilà. Mais sauf que vous voyez, ça fait 8-9 ans que je suis dans la fédération, que j'ai milité pour ça, et en fait j'ai presque un peu baissé les bras, parce qu'en fait cette idée qui paraît simple sur le papier, et pour la réaliser c'est hyper compliqué, quoi. Faut pas baisser les bras. Dernière question, parce que là, véritablement, Alexis a perdu 2 litres d'eau, et je dois pas être très loin, et Marie a son train. Dernière question. Oui, Mathieu, on peut aussi te féliciter parce que tu es inspirant, toi aussi. Tu as dit des autres, mais on l'a pas dit de toi, donc je pense qu'on peut t'applaudir. Merci. Ma fille espère te rencontrer demain parce qu'on vient à Roland-Garros pour ton événement. Et Je ne l'ai pas payé, je vous rassure. Je ne connais pas cette dame. En fait, je viens d'intégrer le club des 300. Et au départ, je ne me sentais pas à ma place parce qu'en fait, mon projet était concernant le handicap parce que je suis aidante. Donc tout le monde était là pour valoriser la place de la femme, mais pas du handicap. Et en fait, je me suis dit que j'avais quelque chose à apporter parce qu'une fois que j'ai intervenu, j'ai cloué le bec à tout le monde en fait. Et donc mon projet est d'aller dans les écoles, de parler du parasport, de leur faire découvrir le parasport. Aujourd'hui, la problématique, c'est le financement du matériel. Je veux bien aller dans les écoles à titre gracieux, leur parler des Jeux Olympiques, des Paralympiques, mais je n'ai pas les matériels adéquats. Bon, j'ai participé à un concours, j'ai perdu. Bon. Mais voilà, il y a des gens, même dans les bénévoles de Paris 2024, qui sont majoritairement des personnes qui ont des parcours de vie aussi vallonnés. Il y a des gens qui sont volontaires, qui sont prêts à donner de leur temps, mais on n'a pas les moyens et financiers pour acheter le matériel. Et voilà. On essaie de faire bouger les lignes à ce sujet. Je perçois votre émotion et ça y est, je vous remets. Vous êtes partout. Votre fille va bien? Oui. Elle sera là demain? Elle vous a préparé quelque chose pour demain. Génial. Non, mais on essaie de faire bouger les choses. On aura l'occasion d'en discuter entre nous. Et puis bon, peut-être que demain, on aura vraiment des vrais ministres qui œuvreront comme ils le doivent pour le bien de la France. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup.